Allez, je vous propose de commencer. Et de toute façon, on va être dans la partie introductive. Voilà, je suis Marie-Caroline Vallon de la région Sud et avec François Robéry de l'Agence de l'eau, nous allons faire le mot d'introduction de ce premier webinaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette première rencontre qui s'inscrit, comme vous avez pu le voir dans le programme, dans un cycle de 4 webinaires qui ont été co-conçus et co-organisés. Alors, je les ai rangés dans l'ordre, hein, par l'Agence de l'eau, l'ADEME, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, le CEREMA, l'Office français de la biodiversité et la région Sud. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que c'est un sujet qui prend beaucoup d'ampleur et l'appel à projet Un coin de verdure pour la pluie qui avait été initié en 2019 par l'Agence de l'eau a démultiplié l'intérêt des collectivités sur ce sujet. Dans le même temps, depuis 2017, la région Sud est chef de file d'un projet européen qui s'appelle Nature for City Life, dont l'objectif est d'informer, sensibiliser, former les acteurs de la ville, élus, techniciens, mais aussi citoyens, au déploiement de solutions fondées sur la nature comme facteur d'adaptation au changement climatique. Et dans le cadre de ce projet, où il y a un certain nombre d'actions de formation et de mobilisation qui sont proposées à l'ensemble du territoire régional, on a accompagné plusieurs collectivités sur les enjeux de désimperméabilisation et de renaturation des cours d'école. Et du coup, comme on est vraiment dans un projet qui est sur les questions de formation, on a capitalisé ça sous la forme d'une fiche méthodologique. Mais on n'était pas les seuls à travailler sur ces sujets-là. Il y a l'ADEME, notamment dans le cadre de l'appel à projet Modèle Urba, qui soutenait des projets innovants, notamment les cours Oasis. Le CEREMA, qui apporte son expertise sur les enjeux de désimperméabilisation largement, mais aussi sur les questions de cours d'école. L'Office français de la biodiversité, qui pilote un projet européen Life Artivan sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. L'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement qui organise des formations pour les élus et les techniciens, mais aussi la région. On commence et on finit, mais dans les dispositifs Nos territoires d'abord, qui soutiennent des projets portés par les collectivités, voilà, sur des problématiques d'aménagement résilient. On fera court sur les enjeux climatiques à venir. Hein. Tout le monde, je dirais, a pris connaissance des derniers rapports du GIEC, mais voilà, ils sont là. Et pour répondre finalement à cette impérative injonction d'agir, il nous avait semblé important, voilà, au niveau de tous les acteurs qui vous proposent ce cycle de webinaire, de réunir nos forces et nos expertises, puisque finalement, nous intervenons tous en direction des collectivités, soit sous une expertise technique, méthodologique, recherche-action, mais également soutien financier, et de vous proposer voilà, un cycle pour vous accompagner, vous donner l'envie, les outils, les moyens de passer à l'action dans les cours d'école, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais finalement, ce qui peut être testé dans les cours d'école peut être aussi déployé à l'échelle de la ville, pour repenser plus largement la place de la nature et de l'eau dans nos villes, pour qu'elle reste voilà, à l'horizon 2030 vivable, accueillante et bienveillante. François. Merci Caroline et bonjour à toutes et à tous. Donc quelques mots d'introduction de l'Agence de l'eau. Plus de nature dans nos cours d'école, c'est le sujet de cette série de webinaires. C'est un sujet qui rejoint une thématique plus globale qui est celle de la désimperméabilisation des sols. Cette désimperméabilisation qui s'est inscrite à l'agenda des politiques publiques depuis un peu moins d'une dizaine d'années, et qui est devenu en définitive un défi important de nos villes, de l'ensemble de nos espaces qui sont urbanisés, qui ne cessent de s'étendre, laissant de moins en moins de place à la nature et privant les sols également de l'infiltration des eaux de pluie. L'Agence de l'eau, vous le savez certainement, a inscrit la désimperméabilisation comme une de ses priorités d'intervention. Et c'est dans ce cadre que, en 2019, nous avons engagé cet appel à projet qui s'est appelé Un coin de verdure pour la pluie. Cet appel à projet, il a bien fonctionné. Il a permis à ce jour de financer environ 50 établissements scolaires de notre région, plus largement au niveau du bassin. Je pense qu'on a la même dynamique dans les autres délégations.
majoritairement des écoles, mais également on a un collège qui a été financé, un site universitaire. Donc un bilan très positif. L'ambition de cet appel à un projet, lorsqu'il a été mis en place, c'était de contribuer aux objectifs du programme, bien sûr, mais surtout d'initier auprès des enfants, des parents d'élèves, de la communauté éducative, une approche un peu différente de la gestion des eaux de pluie en ville, en rendant ces eaux de pluie plus visibles donc en faisant prendre conscience que cette eau de pluie est finalement une ressource et non un déchet qu'il faut évacuer rapidement dans des tuyaux. Nous faisions ainsi le pari que les écoles seraient une formidable courroie de transmission pour notre politique générale et pour impulser ce changement de culture. Depuis 2019, nous avons tous collectivement appris l'agence de l'eau. On n'a jamais fait des interventions dans des écoles. Hein. C'était la première fois que nous intervenions au niveau des établissements scolaires. Nous sommes montés tous en compétences. En même temps, on a des exigences techniques qui sont venues se préciser. Et aujourd'hui, on bénéficie également des premiers retours d'expérience des écoles qui ont été désimperméabilisées. Ainsi, cette capitalisation de tous ces acquis nous permet aujourd'hui, de manière collégiale, Marie-Caroline l'a rappelé, en fonction des compétences variées, de vous proposer cette série de réunions qui ont pour objectif de vous aider à mieux aborder vos projets, à mieux les concevoir, en mettant toutes les conditions pour qu'ils soient fonctionnels, durables et répondent à l'ensemble de nos attentes. Voilà, c'est bien dans cet objectif que ce cycle de webinaire a été construit. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui se sont associés à ce projet, qui ont contribué. Je tiens à remercier les communes qui ont accepté de venir partager leur retour d'expérience, les bureaux d'études également qui interviendront au cours de ce cycle, et tout particulièrement la région et l'Agence régionale pour la biodiversité qui ont été très moteurs pour organiser ce travail. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne réunion. Marie-Caroline, on ne t'entend pas. Alors, il y a un petit problème. Oui, pardon, voilà, excusez-moi, un petit problème de son. Oui, du coup, je vais être l'animatrice et la maîtresse du temps de cette session. Un petit rappel, voilà, aujourd'hui, on est vraiment sur l'idée de pourquoi se lancer dans un projet de désimperméabilisation et de renaturation. Voilà, il y aura 3 autres webinaires, on vous présentera en fin de compte le contenu. Petit rappel du programme de la journée, du déroulé de celui-ci. Voilà, déroulé de la séance. On souhaitait vous proposer pour aujourd'hui voilà, un peu les enjeux sur le changement climatique en région, hein, pour faire un peu un rappel global, les cours d'école, le lieu d'expérimentation pour l'adaptation. Dans un deuxième temps, voilà, un focus sur les stratégies nationales et les soutiens à la désimperméabilisation, hein, par Élodie Bruche de l'ADEME, François Robéry de l'Agence de l'eau et Eugénie Daguano. Et sur la partie introductive, c'est Agnès qui prendra la parole. Et puis après, comme l'a dit François, avoir 2 paroles d'élus de collectivités qui se sont engagées dans des démarches pour qu'elles nous partagent avec nous en fait leur expérience, leurs réflexions, qu'est-ce qui les a motivées, quels sont les freins aussi. Corinne Miedzeker, déléguée à l'environnement à la commune de Gargas, et Perrine Prigent, qui est conseillère municipale déléguée à la valorisation du patrimoine urbain architectural, l'amélioration des espaces publics et la place de l'eau en ville à la ville de Marseille. Et puis, un petit mot de conclusion et la présentation, en fin de compte, du cycle des webinaires à venir. Il est donc 13h13 et Agnès, je te passe la parole pour les 15 prochaines
minutes, sachant qu'à la suite de la présentation d'Agnès, il y aura un temps de questions-réponses. Et comme nous sommes en mode webinaire, voilà, vous pouvez poser vos questions dans le module adéquat, questions-réponses, et on y répondra à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci Marie-Caroline et François pour ces mots d'accueil. Voilà, donc moi je voulais vous proposer une introduction assez rapide sur les enjeux du changement climatique avec un petit zoom sur notre région sud. Enjeux du changement climatique dont je pense la plupart d'entre vous avaient bien conscience et que vous les avez bien en tête, mais c'est toujours bien de redonner quelques éléments chiffrés. Et surtout, comment la nature en ville, la désimperméabilisation peuvent aider les territoires à s'adapter finalement à ces problématiques de changement climatique, en particulier sur les cours d'école, puisque c'est notre sujet du jour. Alors, un petit zoom sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, effectivement, les conséquences du changement climatique sont déjà clairement visibles. On a eu un mois de mai record en termes de chaleur et de sécheresse localement. Donc, on a eu des pics de chaleur estivaux qui sont déjà parfois très importants avec des canicules. On se souvient d'il y a 3 ans, des pics de chaleur assez mémorables, des problématiques de sécheresse, de problématiques de ressources en eau, la propagation de maladies qui est également facilitée, une dégradation de la qualité de l'air et également une fréquence et une augmentation des catastrophes, une fréquence et une violence des catastrophes naturelles qui vont aller en augmentant, notamment tout ce qui est inondations qui ont pu être effectivement très marquantes également ces dernières années. Une petite cartographie d'illustration sur les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles entre 1985 et 2016. On voit effectivement qu'on a particulièrement des territoires littoraux et de l'arrière-pays qui sont touchés par ces catastrophes naturelles. Si je passe à la diapo suivante, s'il te plaît, Marie-Caroline. Quelques graphiques également pour vous montrer effectivement l'évolution des températures moyennes dans notre région. On voit que, donc sur le graphique de gauche, on voit que depuis les années 1980, cette augmentation est inexorable, effectivement, avec un nombre de nuits tropicales. Donc les nuits tropicales, ce sont les nuits où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés, qui ne fait également qu'augmenter avec l'exemple de Nice, effectivement, où on est passé dans les années 60 d'environ 10 nuits tropicales par an à plus de 60 désormais. Encore en 2015, donc je pense que depuis, ça a encore effectivement augmenté. Voilà, donc effectivement, le réchauffement climatique, il est bien là, on le perçoit, et ces effets touchent particulièrement les territoires urbains du fait de la concentration en activité humaine et du fait aussi de l'artificialisation et de l'urbanisation des sols. Voilà, effectivement, on va le voir, tous ces aménagements urbains et cette concentration d'activité humaine fait que les conséquences sont encore plus sensibles effectivement sur ces territoires. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors, comment faire effectivement pour s'adapter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en fait, la nature en ville en particulier, est source de nombreux bienfaits qui vont permettre au territoire de s'adapter aux effets du changement climatique. On parle en fait de services écosystémiques. Ce sont entre guillemets les services que rend la nature finalement à nos territoires, aux humains en particulier. C'est assez anthropocentré comme vision, mais effectivement, c'est une manière de voir les choses, puisque vous avez un petit schéma sur la droite qui montre les nombreux champs finalement sur lesquels la nature peut nous apporter ses bénéfices, notamment sur le confort thermique estival en ville, on va en parler, sur la gestion des eaux pluviales et donc la diminution des risques d'inondation, sur la captation du carbone et donc l'amélioration de la qualité de l'air, mais aussi sur l'alimentation et l'approvisionnement locaux. Et en définitive, globalement, la nature en ville va augmenter l'attractivité des territoires, que ce soit l'attractivité économique, résidentielle, mais également touristique. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc si je zoome sur la prévention des risques d'inondation, effectivement, à l'heure actuelle, on a tendance effectivement à imperméabiliser les sols quand on pense aménagement au sein des villes. Tout ça, ça fait que effectivement, les eaux pluviales vont ruisseler sur ces sols artificialisés, imperméabilisés, et que ces eaux pluviales, il faut les gérer. Donc, bien souvent, elles sont gérées de manière assez classique avec des tuyaux, des ouvrages artificiels.
Alors que finalement, on peut réfléchir autrement avec effectivement une non-imperméabilisation ou une désimperméabilisation des sols. La logique, ce serait donc effectivement de laisser l'eau de pluie s'infiltrer le plus possible à l'endroit où elle tombe, pour éviter finalement un ruissellement en aval et donc des dégâts forcément sur les territoires qui sont situés en contrebas de ces ruissellements. Et également, ça permet le rechargement des nappes phréatiques et donc effectivement la préservation de la ressource en eau. Il faut savoir qu'en France, les inondations constituent le premier risque naturel et qu'on a 16 000 communes concernées par ce risque, avec des dégâts qui représentent quand même 250 millions d'euros par an en moyenne. Donc effectivement, le prix à payer de ces inondations est quand même très important. Diapo suivante, s'il te plaît, Marie-Caroline. Alors, oui, ce que je voulais dire sur les risques d'inondation, c'est que voilà, en gérant de manière plus durable, effectivement, les eaux pluviales, est-ce que tu peux revenir à la diapo d'avant? Voilà, en gérant les eaux pluviales de manière plus durable, c'est-à-dire en laissant l'eau de pluie s'infiltrer, en créant des ouvrages plus naturels type noues, fossés, etc., on va permettre finalement à l'eau de pluie de s'infiltrer voilà, le plus localement possible et diminuer le risque d'inondation globalement. Voilà. Alors, on parle ensuite d'amélioration du confort thermique estival. Ça, c'est vraiment lié finalement à la présence de végétation et également à la présence de pleine terre. C'est-à-dire qu'entre une ville très minéralisée et une ville végétalisée, et où on a une présence de pleine terre, on va avoir vraiment des différences de température mesurables. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc ce schéma, finalement, bon, on ne va pas le regarder dans le détail, mais il montre finalement tous les services que nous rend la végétation liée effectivement à la présence de pleine terre, d'un sol vivant, et notamment le principal atout, c'est effectivement ce rafraîchissement urbain, c'est-à-dire que sous un arbre, on va avoir une différence de température de 3 à 10 degrés, donc de moins que quand on est effectivement sans présence de végétation. Et effectivement, le fait que la végétation permette l'évapotranspiration permet vraiment un rafraîchissement assez important. Et plus important effectivement que quand on met de l'ombrage artificiel type pergola, voilage, etc. Par ailleurs, en termes de préservation de la qualité de l'air, la végétation contribue à la circulation de l'air et elle va limiter la concentration de gaz à effet de serre. Un chiffre un peu parlant, c'est qu'on dit qu'un arbre moyen peut stocker jusqu'à 150 kg de CO2 en un an. C'est l'équivalent d'un trajet de 1000 km en voiture. Donc effectivement, la présence de végétation permet la captation du carbone et donc diminue notre effet sur le changement climatique. Alors, en termes de cadre de vie, effectivement, la nature en ville va permettre, la renaturation va permettre d'augmenter l'attractivité des territoires. Il faut savoir que la présence de nature, c'est vraiment un besoin, un critère très important pour les Français. Un peu plus de 72% d'entre eux estiment que la proximité d'espaces verts est importante ou très importante quand ils choisissent leur lieu d'habitation. Et à titre d'exemple, il y a des études qui ont montré qu'un appartement qui est situé à moins de 200 mètres d'un espace vert urbain va se vendre finalement 17% plus cher qu'un appartement qui en est plus éloigné. Les entreprises aussi vont effectivement être à la recherche d'un cadre de vie de qualité et bien entendu, la nature contribue à ce cadre de vie de qualité. Diapo suivante. Voilà, en termes de santé et de confort des habitants, alors au-delà du fait qu'effectivement la présence de certaines espèces type hirondelle, martinet, chauve-souris va permettre de lutter contre la présence de moustiques, d'insectes indésirables, il y a des études qui ont également prouvé, de nombreuses études qui ont prouvé que la nature en ville va améliorer la santé des habitants à travers la promotion de l'activité physique, mais également la diminution du stress et l'amélioration de la santé mentale. On a également une diminution de la perception du bruit et un lien social qui est favorisé puisque bien souvent les espaces de nature en ville ils vont avoir une fonction, un usage. Donc ça va être aussi des lieux de rencontre, des lieux où on va jardiner, où on va aller pique-niquer, où on va se promener. Et donc tout ça, ça contribue effectivement au bien-être clairement des populations. Et donc le lien avec les cours d'école sera facile à faire ensuite puisqu'effectivement on a envie que ces cours d'école deviennent également des lieux de bien-être pour les enfants et pour l'ensemble de la communauté éducative. Diapo suivante, s'il te plaît, Marie-Caroline. Voilà. Alors, j'en viens au cours d'école, justement. Pourquoi on se concentre sur ces espaces? Pourquoi les désimperméabiliser et les renaturer? Est-ce que c'est la première diapo? Est-ce que tu peux revenir à celle d'avant, s'il te plaît? Bon,
Voilà, merci. Voilà, donc pourquoi s'intéresser aux cours d'école? Alors, ce sont des espaces finalement où on a une concentration de nombreux enjeux. Déjà, ils représentent une sorte de petit microcosme social où finalement il y a beaucoup de comportements, d'apprentissage qui se jouent pour les futurs citoyens, les citoyens de demain que sont les élèves. Et notamment, il va se passer énormément de choses en termes de cohésion sociale, d'apprentissage de la mixité, en termes d'acquisition de certains comportements, etc., d'empathie, etc. Donc, c'est des lieux importants pour la construction des enfants. Et pourtant, ce sont des lieux qui sont souvent très bitumés et peu ombragés, souvent des points noirs en termes de rafraîchissement urbain et de gestion du pluvial. Donc, quelques photos assez parlantes finalement de cours d'école qui, il y a très peu de temps, étaient encore aménagées de cette façon, hein, et des écoles qui ont été réaménagées et renaturées depuis. Donc, on voit souvent des grands rectangles de bitume avec peu d'arbres ou pas d'arbres du tout, et finalement des espaces très homogènes avec peu d'usages différenciés ou pas d'usage du tout, et qui laissent souvent finalement la place. Il y a des études aussi qui ont montré que la place des garçons est vraiment centrale dans les cours d'école qui sont aménagés de cette manière, et que les filles se retrouvent très souvent en périphérie avec très peu d'espace dans lesquels elles peuvent s'épanouir et avoir des activités. Alors, diapo suivante. Au final, les cours d'école, ce sont des lieux bien souvent pensés par et pour les adultes, pour que la surveillance soit facilitée, le nettoyage également, pour que les enfants restent propres et que la sécurité surtout soit maximale, aussi importante que possible. Mais ce sont des lieux stressants et ennuyeux pour les enfants. Il y a même des enfants qui disent qu'ils n'aiment pas leur cours d'école, ce qui est quand même dommage parce qu'ils y passent quand même beaucoup de temps. Voilà, donc diapo suivante. Alors, pourquoi donc travailler sur les cours d'école? L'idée, c'est de réadapter ces espaces aux besoins des enfants et de toute la communauté éducative, avec quelques objectifs comme par exemple lutter contre la sédentarisation croissante des enfants, puisqu'il y a quelques décennies, ces cours d'école finalement convenaient, puisque les enfants, en dehors de l'école, ils avaient beaucoup d'activités, ils allaient beaucoup à l'extérieur, ils jouaient dehors. À l'heure actuelle, on a des modes de vie qui ont vraiment beaucoup évolué et des enfants qui sont très souvent à la maison, sédentaires, et qui sont déconnectés avec la nature. Bien souvent, un argument qui revient, c'est de dire oui, mais de toute manière, il y a la nature partout autour de notre village, donc les enfants, le week-end, ils peuvent aller se promener et aller dans la forêt, dans la montagne. Mais sauf qu'en fait, ça, c'est très dépendant aussi des parents, des familles qui n'ont pas toujours le temps ou l'envie ou l'intérêt d'aller se promener à l'extérieur. Et du coup, on est sur des enfants qui vont effectivement être déconnectés avec la nature et manquer d'activité. Du coup, le rôle de ces cours d'école qu'on va retravailler, ça peut être effectivement de remettre le bien-être des enfants au cœur de l'aménagement et des usages. Il y avait une expression qui était intéressante juste au-dessus, c'était sur la diapo d'avant, c'était des chercheurs qui parlent de trouble déficit de nature, en fait, c'est-à-dire un peu en parallèle avec le trouble déficit de l'attention, des enfants qui souffriraient de trouble déficit de nature. Donc, l'idée, c'est de remettre le bien-être des enfants au cœur de l'aménagement et des usages avec un partage équitable de l'espace, c'est-à-dire qu'on va réfléchir finalement aux usages actuels et souhaités de la cour d'école et essayer d'aller vers une diversité des aménagements pour répondre aux besoins de tous les enfants, c'est-à-dire que tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins dans leur cour d'école. Certains vont avoir besoin de se défouler, d'autres plutôt de se recentrer ou de s'isoler. Certains vont plutôt avoir besoin de discuter avec leurs camarades ou de créer. Et l'idée, c'est d'avoir des cours d'école qui répondent à tous ces besoins. Et donc, permettre aussi de favoriser le développement moteur et sensoriel des enfants. Leur permettre aussi d'expérimenter et de manipuler, parce que bien souvent, finalement, tout ce qui peut être manipulé dans les cours est derrière des barrières ou interdit d'accès. Et les enfants, en fait, ils adorent gratter, toucher, cueillir des feuilles, gratter dans la terre, manipuler des cailloux ou des écorces. Naturellement, c'est des comportements dont ils ont besoin et qui reproduisent naturellement, et qu'on les empêche de faire dans les cours d'école actuels. Et par ailleurs, au cœur de ce bien-être, effectivement, il y a les questions de socialisation qui reviennent. Alors, les bénéfices, du coup, ils sont importants pour les enfants, mais donc pour toute la communauté éducative, enseignants compris. L'objectif, c'est que les cours d'école soient pensés de façon globale, c'est-à-dire pas seulement aller se concentrer sur un seul petit espace, mais vraiment prendre la cour dans son ensemble. Il faut également aller vers des projets concertés, c'est-à-dire associer dès le début l'ensemble de la communauté éducative.
Et ça, c'est assez large parce que ça englobe aussi les services techniques, les personnels qui s'occupent de la garderie, du ménage, peut-être les centres aérés quand ils utilisent les écoles également, et bien entendu les enseignants et les enfants et les parents d'élèves. Mais ça, effectivement, on en parlera lors du deuxième webinaire de ce cycle webinaire. Agnès, si tu Oui. as mangé ton temps. D'accord. Eh bien, écoutez, oui. Eh bien, écoutez, je termine. De toute façon, c'est ma dernière diapositive, je crois. Donc, l'idée, c'est que ce projet soit intégré effectivement aussi au projet éducatif de l'école. Ça, c'est important pour qu'effectivement toute la communauté éducative s'approprie ce projet de cours d'école. Et donc, tout ça, ça va permettre donc, cette meilleure dépense physique et mentale des enfants. Ça va permettre également de répondre à leurs besoins individuels, comme je le disais tout à l'heure, s'isoler, créer, se reposer, se défouler, jouer au foot aussi, hein, bien entendu. Ça va permettre aussi, on observe dans ces cours d'école renaturés, une meilleure concentration en classe et une diminution des conflits et du harcèlement, puisque les enfants finalement trouvent leur compte en récréation. Et donc, il y a moins de problèmes d'enfants qui vont se chercher des noises et s'ennuyer les uns les autres. Et tout ça, ça permet aux enfants d'être plus disponibles ensuite en classe. Par ailleurs, ça permet également la sensibilisation à l'environnement, à la biodiversité, et ça permet aussi de développer de nouveaux modes d'apprentissage, par exemple faire classe dehors avec des espaces dédiés, manger dehors aussi sur les temps de cantine, jardiner avec des potagers, par exemple, au sein des cours d'école, observer la biodiversité, créer des hôtels à insectes, des nichoirs, etc. Voilà, donc effectivement, ce sont des projets sur lesquels il y a énormément d'avantages. Bien entendu, il y a des questions qui se posent sur lesquelles on tâchera de répondre effectivement au fur et à mesure de ces webinaires, sur la sécurité notamment, comment on gère la surveillance dans ces nouveaux espaces, comment on gère la gestion du risque aussi, quel risque est acceptable dans une cour d'école, comment on entretient, comment on nettoie. Et évidemment, techniquement, comment on fait, quels sont les coûts aussi de ces nouveaux aménagements. Voilà, donc toutes ces questions qui se posent et auxquelles on tâchera de répondre avec nos différents intervenants voilà, lors de ces 4 webinaires. Voilà, alors juste, ce n'était pas ma dernière diapo, mais sur les principes d'aménagement, vous avez peut-être déjà entendu parler de cours Oasis. L'idée, donc, c'est de diversifier les fonctions et les usages. Ça, on l'a compris, voilà, des coins différents, des espaces différents. Désimperméabiliser et diversifier les sols, déjà pour amener de la fraîcheur, permettre l'infiltration de l'eau et permettre de nouveaux usages. On peut avoir des sols différenciés en fonction des usages qu'on aura dans la cour. Redonner accès à la nature, donc décloisonner, c'est-à-dire arrêter de mettre la nature et les arbres derrière des barrières, que les enfants puissent toucher les arbres, être sur de l'herbe, être sur de la pleine terre, végétaliser pour rafraîchir aussi et renforcer la biodiversité, la faune et la flore. Voilà, donc le mantra un petit peu, c'est d'être sur des projets globaux, concertés et participatifs. Vous voyez des petites photos qui illustrent des méthodes d'animation qui ont été mises en place sur certaines écoles avec des groupes d'enfants et des enseignants. Voilà, écoutez, là par contre, je pense que c'était ma dernière diapo, si je ne m'abuse, Marie. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc j'en ai fini avec mon petit propos introductif. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions à ce stade. Est-ce qu'on a des... François, est-ce que dans le module questions-réponses, il y a des questions qui ont été posées sur cette première partie d'intervention? Déjà, il y a une première question sur le support. Bien entendu, tout ça sera mis en ligne. Alors, ce sera sans doute sur le site internet de la RBE. Voilà, donc effectivement, les PowerPoints seront mis en ligne. Oui, et ensuite, il y a la question effectivement des enseignants qui sont parfois un peu réticents à la désimperméabilisation avec les craintes de risque. Là, on en parlera sur la partie de comment on accompagne la communauté pédagogique. C'est le sujet, je dirais, du cycle, du module 2 de ce cycle de webinaire. Puis je pense que aussi les 2 élus qui vont intervenir par ailleurs nous expliqueront un peu comment ils ont fait aussi pour voilà, embarquer la communauté pédagogique, notamment les enseignants là-dessus. Les ressources seront aussi en ligne sur le site du projet Nature for City Life. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question sur le lien avec le harcèlement, j'imagine, dans les cours d'école. Alors, je ne sais pas s'il y a une étude là-dessus. Moi, je n'en ai pas connaissance. C'est un sujet peut-être qu'on abordera dans le deuxième webinaire. Il y a quand même pas mal d'études qui démontrent que ce type de cours d'école, mais je pense que peut-être Élodie, au regard des retours d'expérience nationaux, va peut-être
faire un point là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'études qui démontrent voilà, qu'on est quand même sur des cours pacifiés. Du coup, s'il y a un peu moins de questions, on va peut-être récupérer un peu le temps et je vous propose de passer la parole voilà, pour ce zoom un peu sur stratégie nationale et soutiens régionaux. D'abord à Élodie Brich de l'ADEME. Bonjour à toutes et à tous. Marie-Caroline, est-ce que tu peux me passer le contrôle de l'écran? J'ai modifié quelques petites choses pour ne pas faire de redite avec Agnès, si c'est possible. Alors, je ne sais pas comment on fait. Il faut que tu me nommes en haut dans les participants, il faut que tu me nommes C'est bon, Élodie. coordinatrice. Normalement, Élodie, tu peux partager. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon, vous avez bien le partage? Tout est OK pour vous? Alors, l'objectif, rapidement, est de vous présenter… Excuse-moi, il faut le mettre en plein écran, par contre. Oui, là, il est en plein écran. Non. Ah, sur mon Voilà. écran, il est Ouais. C'est bon. Oui, très bien. sur le mien, il est en plein écran. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter rapidement les travaux en cours à l'ADEME sur la désimperméabilisation, renaturation des cours d'école. Alors, nous accompagnons ce type de travaux à la fois sur le volet recherche et développement, mais aussi sur le volet d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a mis en évidence des solutions de rafraîchissement urbain, donc solutions vertes et bleues et grises à l'échelle internationale en fonction de différents types de climats, dont des cours d'école. Et enfin, on réalise aussi des études très précises et cette étude sera présentée en conclusion par Marie-Caroline. Donc, le volet inspiration, c'est le volet recherche et développement de l'ADEME. Donc, on a eu un projet lauréat sur l'appel à projet de recherche Modeval Urba 2019, qui a une durée de 3 ans et demi. Et ce projet s'appelle RECRE. Alors, il faut savoir que l'appel à Modeval Urba n'existe plus. Il a été remplacé par l'APR Pacte, donc l'appel à projet de recherche Pacte, planifier et aménager face au changement climatique la transition des territoires. Il y a eu une première édition 2021-2022 avec un projet de recherche qui s'appelle Pandora 2 et qui participera à une renaturation de cours d'école à Toulouse. Et le prochain appel à projet de recherche Pacte sera en 2023-2024. Donc, au sein de cet appel à projet de recherche, des recherches contribuant au rafraîchissement urbain sont les bienvenues. Il sortira début 2023. Alors, l'équipe de recherche est portée par Tribu. Donc, Tribu, c'est un bureau d'études qui est situé à Lyon et Paris. Là, c'est plutôt l'équipe parisienne qui s'occupe de ce projet. Il y a un BE d'architecture aussi, un cabinet d'architecture au sein de ce projet et 2 centres de recherche, notamment un en sociopédagogie et nature en ville et un en biodiversité et écologie. Donc, l'objectif du projet, enfin, la problématique générale du projet, c'était dans quelle mesure l'introduction du végétal dans les cours d'école parisiennes peut contribuer à l'amélioration du confort et de la qualité d'usage de ces cours, sans en entraver la gestion et l'exploitation, et ainsi permettre de penser ces espaces comme de véritables écosystèmes urbains. Alors, je vais vous présenter les 3 grandes phases de ce projet de recherche, sachant qu'à la clé de ce projet, il y a aussi un outil qui sera en accès libre prochainement sur le logiciel AutoCAD, donc plutôt à destination des cabinets d'architecture, mais une version en SIG, donc système d'information géographique, est également en test actuellement. Donc, les terrains d'études, ce sont 10 cours d'établissement parisiens, dont certaines cours d'école sont identiques au projet FEDER concernant les cours Oasis. Donc, c'est ce qui est indiqué ici. L'objectif était d'avoir différents types de cours, donc des cours d'école dites parcs, d'autres plus restreints, d'autres avec des projets de désimperméabilisation, renaturation, et surtout pour couvrir aussi une bonne partie de l'espace parisien à différents endroits pour avoir des conditions environnementales différentes. Donc ça, c'est pour les terrains d'études. La première phase méthodologique avait pour objectif de débroussailler un peu l'état des lieux de ces cours d'école pour essayer de regarder quels pouvaient être les indicateurs justement pour l'outil final, pour une analyse pluridisciplinaire des cours d'école. Alors notamment avec une approche par les ambiances, une approche bibliographique autour des indicateurs,
l'élaboration de protocoles d'entretien et d'observation et des fiches pédagogiques sur le lien nature-enfant. Donc là, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Agnès juste avant moi, et je vous présenterai néanmoins quelques résultats de l'étude sociologique. Mais il est vraiment intéressant dans ce projet de voir que l'objectif est d'aboutir l'un des objectifs est d'aboutir à un outil, mais en parallèle, il y a eu aussi un gros protocole d'enquête auprès des usagers des cours d'école, donc que ce soit les directeurs d'école, les professeurs ou d'observation des enfants dans leur pratique des cours d'école. Alors, cette analyse socio-pédagogique des cours d'école a permis de mettre en place aussi une cartographie des usages pour identifier les rapports entre les lieux et les pratiques. Alors, les bâtiments de l'établissement, où sont les espaces extérieurs et comment sont-ils aménagés, la nature des limites, est-ce qu'il s'agit de murs, de grillages, de fenêtres, de végétation, et des entretiens semi-directifs ont eu lieu avec des enfants, l'équipe pédagogique. Alors, ce qui est intéressant sur ces cours d'école, c'est que par exemple, parfois sur des cours d'école parc, où il y a de grands espaces verts, finalement, les élèves continuent de jouer sur la parcelle imperméabilisée de l'école. Alors, cela peut s'expliquer par différentes choses. Alors, soit c'est une réclamation des parents parce qu'ils ne veulent pas que leurs élèves se salissent et le directeur ou la directrice ne souhaite pas s'impliquer dedans. Soit il y a une volonté du directeur de développer des projets pédagogiques, par exemple, suivi de biodiversité, pourquoi pas des projets aussi d'alimentation ou d'études de la faune et la flore dans ces écoles. Et finalement, il y a soit des blocages du côté du directeur de l'école, soit des blocages du côté du rectorat, soit du blocage du côté des professeurs qui ne s'impliquent pas dans la mise en place d'activités scolaires en fait, autour de ces parcs. Et puis aussi, il peut y avoir des blocages du côté des parents qui ne souhaitent pas que leurs enfants rentrent seuls à la maison. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que dans les recherches que nous cherchons à porter en ce moment à l'ADEME, il y a la part de focaliser sur, il y a une volonté de focaliser, d'aller creuser un peu les questions de rafraîchissement urbain. Donc si on part du principe qu'un lieu de rafraîchissement urbain pourrait être une école désimperméabilisée, renaturée, maintenant les périodes de canicule, les périodes de forte chaleur, elles s'étendent encore pendant la période scolaire. C'est un peu dommage si les élèves ne bénéficient pas de la fraîcheur apportée par ce végétal ou de cet îlot de fraîcheur. Et puis, bien sûr, il y a aussi toutes les questions qui pourraient se poser sur l'ouverture de ces écoles-parcs, écoles îlots de fraîcheur, qui pourraient servir en cas d'alerte canicule en plein été durant la fermeture de la période scolaire. Donc là, j'ai un petit peu ouvert sur les travaux de l'ADEME plus généralement. Maintenant, pour revenir sur le projet, l'outil a pour objectif de permettre de scénariser une modélisation graphique des cours d'école. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un projet architectural de renaturation d'une cour d'école, le projet de recherche Récré a créé une bibliothèque graphique avec l'intégration d'attributs pour chaque essence, espèce, revêtement. Donc ça n'existait pas. C'est vraiment ce que le projet a créé sur AutoCAD et ça permet de tester différents types de scénarisation pour différents type de cours d'école en fonction de ce que vous souhaitez mettre en œuvre sur cette renaturation. Donc, avec des types d'espèces différentes, des types de surfaces différentes aussi, et des types de surfaces différentes, mais également une estimation du coût de ces différents scénarios. Donc, ça, c'est plutôt intéressant à l'échelle de l'aménagement opérationnel pour en amont discuter du projet qui va être réalisé. Toutes ces données, elles sont exportables sous forme de classeur Excel. Et puis, actuellement, Tribu accueille un stagiaire pour voir s'il est possible de mettre cet outil sous système d'information géographique. Rapidement, sur le volet animation dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous remets juste ici la référence du recueil international qui est en cours d'actualisation. L'objectif, c'est d'aller regarder des solutions de rafraîchissement urbain, à la fois grises, bleues, vertes et l'architecture bioclimatique à travers le monde en fonction de différents types de climats. Et puis, vous pourrez voir au sein de ce recueil qui est en libre accès sur la librairie de l'ADEME que vous avez trois écoles qui sont développées. Donc, l'école durable à la croisée des chemins à Bruxelles, le collège de Bouéni à Mayotte, le lycée français de Dakar, où bien entendu, il y a eu une volonté aussi d'inclure ces questions de désimperméabilisation, renaturation des cours d'école.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation, Élodie. Je vous propose de poursuivre avec l'intervention de François pour rappeler un peu les soutiens apportés par l'Agence de l'eau. Et puis après, avoir un point sur la partie financement apporté par la région. Sachant qu'on n'est pas exhaustif, hein, parce que, voilà, dire sur ce volet-là. François? Oui, comme je vous le disais en introduction, donc la désimperméabilisation, eh bien, c'est inscrit parmi les priorités de notre programme d'intervention. Vous savez que l'Agence de l'eau intervient dans le cadre de programmes qui ont une durée de 6 ans. On est dans le 11e programme. 11e programme on est à mi-parcours de ce programme qui se terminera en 2024. Donc, on a un objectif fort au niveau du bassin Rhône-Méditerranée, c'est celui de désimperméabiliser, de déconnecter les surfaces actives, 400 hectares. Et cet objectif, il se décline au niveau de notre bassin avec donc une surface de 120 hectares, avec un budget qui est alloué à cette politique de désimperméabilisation. Alors, plus spécifiquement pour parler du dispositif cours d'école. Donc, je vous l'ai indiqué, en 2019, on a lancé un appel à projet. Cet appel à projet, aujourd'hui, il est clôturé. Il est relayé, cet appel à projet, il a été relayé dans le cadre de la révision à mi-parcours par un dispositif spécifique cours d'école qui fait partie du programme, donc qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc, on continue à aider des projets qui visent à désimperméabiliser les cours d'école en déconnectant, alors ça c'est quelque chose d'important, en déconnectant les eaux pluviales des réseaux d'assainissement et en s'appuyant sur la végétalisation, donc sur des solutions qui doivent être préférentiellement fondées sur des solutions fondées sur la nature. Donc, en termes de dépenses, qu'est-ce qu'on est en capacité de prendre en compte dans les financements que l'on apporte? On prend en compte eh bien, toutes les études qui sont liées à l'émergence du projet. Donc, s'il faut faire des analyses de sol, s'il faut faire des études hydrauliques, donc les études de dimensionnement également, et puis toute la phase travaux. Donc, travaux, les terrassements, préparation de sol, etc. Donc, ces dépenses, eh bien, elles sont aidées au taux maximal qui est de 70%. C'était le taux de l'appel à projet. Hein. Ce qui change, en fait, dans ce nouveau dispositif, c'est que l'on a introduit un plafonnement, donc un coût plafond qui est fonction de la surface qui va être déconnectée par votre projet. Ce coût plafond, il est de 100 € par mètre carré déconnecté. Quand on regarde les projets les 50 projets qui ont été déposés depuis le début de notre programme, on est au-dessus de ce seuil. On est plutôt proche des 200 €, voire des fois supérieur que des 100 €. Donc, ça veut dire que quelque part, le taux de 70%, ce n'est pas un taux plein par rapport à la dépense que vous allez devoir effectuer. On demande à ce qu'il y ait un équilibre entre les solutions qui sont, je vous l'ai indiqué, des solutions vertes, donc qui mettent en avant la nature. Hein, c'est le thème de cette série de webinaires. Donc, des solutions fondées sur la nature et des autres solutions de désimperméabilisation. Quand on parle d'autres solutions, c'est tout ce qui relève des revêtements perméables, béton, enrobé drainant, etc. Et puis, on demande, comme dans l'appel à projet, qu'il y ait un volet communication qui accompagne les travaux. C'est-à-dire que, quelque part, d'une part, on aille expliquer aux élèves ce qui se fait. Ça peut se manifester par des temps, des petites réunions pour informer, pour sensibiliser. Ça peut se manifester également par des panneaux pédagogiques que l'on va mettre en place dans la cour de l'école. Voilà un peu sur le dispositif cours d'école. Alors, je voulais quand même vous dire qu'on est fortement sollicité et que les enveloppes financières qui sont allouées à ces lignes ne sont pas extensibles. Donc, le budget étant contraint jusqu'à la fin du 11e programme, aujourd'hui,
on n'est pas sûr de pouvoir financer dans les conditions que je vous expose là tous les dossiers qui nous seront présentés. Et en tout cas, en particulier, lorsqu'on a financé déjà quelques projets au niveau de certaines agglomérations, peut-être de donner une préférence à des villes qui n'ont pour l'instant pas engagé de démarche équivalente. Voilà pour ce dispositif et pour les aides qui sont prévues dans le programme de l'Agence de l'eau. Merci. Alors, on s'excuse, il y a eu un petit souci de partage d'écran pendant la présentation de François. Du coup, je suis passée en mode partage d'écran de mon côté. Est-ce que c'est bon au niveau de l'affichage? Oui, c'est bon. Oui, oui. Ok, très bien. Bon, alors je vais passer les diapos. Alors, c'est moi qui ferai le job. Du coup, Marie-Caroline, je te laisse continuer. Oui, il y a un troisième zoom un peu sur finalement les soutiens qui peuvent être apportés au niveau de la région sud. Et du coup, je passe la parole à ma collègue Eugénie Daguano du service aménagement et habitat. Voilà, donc pour la région, au niveau de l'aménagement du territoire, les sujets de la transition énergétique et écologique, de nature en ville, de préservation du patrimoine naturel, ce sont des priorités en matière d'intervention, avec pour objectif, dans le cadre des outils mobilisés, de décliner opérationnellement les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ainsi que ceux du plan climat régional, gardons une cote d'avance. Donc, l'ensemble des services de la direction de la transition énergétique et des territoires se mobilisent pour accompagner les maîtres d'ouvrage, les territoires dans la mise en œuvre à la fois des stratégies régionales, Stradet, plan climat, mais aussi décliner opérationnellement les plans climat, air, énergie territoriaux, les diagnostics de vulnérabilité, les chartes de parc, les stratégies patrimoniales de réhabilitation des bâtiments publics. Donc, à cet effet, il y a deux dispositifs qui sont mobilisables. Donc, le premier, c'est un dispositif contractuel entre la région et un ou plusieurs EPCI, qu'on appelait anciennement les CRET, contrats régionaux d'équilibre territorial, qui sont devenus maintenant nos territoires d'abord, où là, l'objectif, c'est de soutenir des projets structurants de dimension intercommunale qui vont s'inscrire dans une dimension stratégie patrimoniale ou désimperméabilisation des sols. Et ce contrat a une durée de 5 ans et il doit permettre de travailler avec les territoires pour identifier ce type de projets. Les cas d'intervention qui vont être mobilisés, ça va être non seulement ceux du service aménagement, donc le cadre aménagement durable principalement, mais aussi d'autres services de la biodiversité et de la mer notamment. En complément de ce dispositif contractuel avec les EPCI, on a un dispositif auprès des communes qui s'appelle Nos communes d'abord, qui permet de soutenir les projets en maîtrise d'ouvrage communale avec comme critère un dossier par an par commune, un taux de subvention de 50%. Et la nouveauté de ce dispositif cette année, c'est la priorité donnée à des projets de renaturation, donc notamment la question de désimperméabilisation des cours d'école et un plafond de subvention qui est majoré à 250 000 € au lieu de 200 000 habituels. Donc, dans le cadre de ces deux dispositifs, il y a bien l'idée d'accompagner les territoires, donc avec des référentiels que nous partageons aujourd'hui, aussi le référentiel aménagement durable de la région, et voilà, de mobiliser les dispositifs, soit dans une démarche un peu plus structurante avec les EPCI, soit des projets portés par les communes. Voilà. À votre disposition, donc le service aménagement. Je crois qu'on a une dernière diapo, il y a le mail. Non. Alors, à votre disposition, on a un mail générique, sah@maregionsud.fr, et si vous avez toute une question sur ces dispositifs.
Oui, alors dans une dernière, nous avions mis une diapo un peu de rappel des aides potentielles à l'échelle du territoire régional, hein, l'agence de l'eau, telle que François les a présentées, voilà, les aides disponibles au niveau de la région, hein, nos communes d'abord, mais également un dispositif porté par nos collègues de la biodiversité qui s'appelle Nature ta ville, que certains ont peut-être dû mobiliser, qui était le dispositif Arbre-en-Ville. Après, au niveau des départements aussi, notamment au niveau du département des Bouches-du-Rhône, il y a un dispositif Provence Verte avec des soutiens sur ce type de projet. Mais après, je pense que d'autres départements, alors on avait tenté de faire une recherche, mais elle n'a pas été, je dirais, totalement voilà, positive, mais dire dans les dispositifs d'aide aux communes, quand même, il y a les départements apportent des soutiens, notamment sur les équipements scolaires. Alors, il n'y a pas de zoom spécifique hein, sur la partie désimperméabilisation, renaturation des cours d'école, mais voilà, il y a quand même des aides qui sont apportées sur la création des équipements scolaires, la rénovation des cours d'école, des extensions. Donc, du coup, des financements qui peuvent être apportés sur ce type de projet. Je vous propose de passer finalement voilà, encore 5 minutes sur des questions-réponses et puis de passer dans la dernière partie du webinaire avec voilà, les paroles d'élus. Qu'est-ce qu'on a eu comme question un peu dans le chat Alors, on a une question sur le fait effectivement que sur certaines cours d'école, la cour est également utilisée comme terrain de sport. Donc finalement, comment gérer ça? Est-ce qu'il y a un ratio de mètres carrés à aménager, donc j'imagine à renaturer en fonction du nombre d'élèves? Voilà, comment faire finalement pour pouvoir répondre à ce besoin d'avoir un espace de sport pour les élèves et renaturer quand on est sur une petite cour? C'est un point qu'on abordera pleinement, je dirais, dans le webinaire de la semaine prochaine, quand on travaillera, notamment sur le travail qui peut être fait sur la question des usages. C'est de se dire, voilà, dans une cour d'école, quels sont les usages de cette cour d'école-là? Qu'est-ce qu'il y a, je dirais, le non négociable, notamment la partie plateau, quand il n'y a pas de plateau sportif, en fin de compte, à l'extérieur de la cour d'école. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut maintenir comme surface dure pour dire la pratique sportive des enfants? Il n'y a pas de ratio, je dirais, défini par l'éducation nationale. Hein. C'est aussi en fonction de la taille de la cour d'école, des différentes activités, du projet pédagogique, voilà, de la volonté des enfants. C'est vrai que la place, notamment de la partie foot dans les cours d'école, et donc d'avoir un sol en dur, et quand même fait partie des demandes qui remontent fortement de la communauté pédagogique. Mais c'est clairement des questions à aborder lors de la concertation préalable avec la communauté pédagogique, en fait. Dire des accompagnements qu'on a fait à ce jour, mais je pense que les deux paroles d'élus aussi aborderont ça sur le retour d'expérience qu'ils ont eu dans l'accompagnement qui a été fait dans leur commune. Et puis sur d'autres questions, il y avait la question sur le harcèlement, c'est ça. Et puis, on avait aussi la question des revêtements utilisés pour désimperméabiliser les sols. Et effectivement, c'est ce qui sera présenté lors du 4e webinaire de ce cycle, donc le 7 juillet. Voilà, on vous rappellera la suite du programme à la fin de la séance, mais effectivement, c'est pour ça qu'on est sur un cycle de 4 webinaires, c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'étapes et de questions qui se posent et on essaiera d'y répondre point par point. Du coup, je vous propose, pour essayer de rester dans le temps imparti, de passer la parole à Corinne Miette-Secker. Voilà, j'espère que je n'écorche pas votre nom, qui est déléguée à l'environnement à la commune de Gargaz. Je suis désolée. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, le corps enseignant s'était déjà penché sur cette histoire en 2018 pour une cour oasis. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, peu d'arbres, beaucoup de béton. C'est une cour de 2300 mètres carrés environ et on a 723 mètres carrés de pleine terre. Donc, un gros déficit. Pour ce projet qui nous a été préconisé par le parc du Luberon, on a sauté sur l'occasion puisque la cour oasis représentait un côté finance très, très élevé.
Nous sommes partis sur cette désimperméabilisation avec la constitution d'un COPIL constitué d'élus, du directeur général des services, de la directrice des services techniques, auxquels se sont joints un groupe projet avec la directrice de l'établissement scolaire, la responsable de la LSH, centre aéré, des parents d'élèves, le responsable de l'entretien. Beaucoup de réunions ont été préconisées pour monter ce projet, avec la remise de kits de concertation à l'équipe enseignante pour le travail avec les élèves, des questionnaires sur l'état de la cour actuelle, les usages, les attentes, ainsi qu'une remise de kits à l'équipe technique pour l'entretien de la cour, l'entretien futur de la cour, l'entretien présent et futur. Bon, comme ça a été dit précédemment, ça répond à un déficit climatique auquel nous allons faire face, auquel nous faisons déjà face, puisqu'en 2020, en août 2020, on relevait 51 degrés centigrades à 16h30 dans les cours d'école de notre région. Voilà, donc on a sauté sur l'occasion puisque ça représentait une réelle opportunité technique et financière avec ça je dois le souligner, un appui du parc du Luberon très très fort qui nous a beaucoup secondé, beaucoup aidé. Après, c'est toujours le besoin des enfants, faire en sorte que les enfants puissent circuler, faire l'école dehors. Effectivement, le partage de la cour qui, chez nous, était presque exclusivement réservé aux garçons avec un préau couvert pour le football. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Peut-être nous donner le calendrier, en fait, un peu des travaux tels que vous les avez prévus, peut-être aussi quelques éléments chiffrés si vous avez déjà un peu des ratios. Alors, voilà, vous nous avez donné la taille de la cour, 2300 mètres carrés. Le nombre d'élèves de cette école-là? Je crois que c'est à peu près... oh là là, alors là, vous me posez une colle. Peut-être le nombre de classes, en fait, ça permet d'avoir déjà une idée du nombre d'enfants, parce que c'est 2300 mètres carrés, c'est vrai qu'on est quand même sur des... Je crois que c'est de l'ordre de 900 enfants. 900 enfants? Mm. Ça fait une grosse école. Non, mais là, je suis désolée. Non, mais bon. Non, mais c'était une idée aussi de voir quelle était l'occupation de celle-ci. Voilà, en tout cas, déjà sur le calendrier peut-être de travaux tels que vous l'avez prévu. Alors, les travaux vont commencer dès la fermeture de l'école pour les vacances scolaires d'été. Mais il va y avoir deux phases. Une première phase qui va se faire autour de l'école, c'est-à-dire le parvis d'entrée, tout ce qui va se faire à l'extérieur, parce que nous, on a une petite contrainte. On avait prévu également de faire des sanitaires supplémentaires suite au Covid, de faire des sanitaires. Donc, on est obligé de commencer par l'extérieur pour pouvoir permettre à ces travaux de commencer aussi. Et la deuxième phase sera la cour de l'école, avec une phase également pour la plantation qui commencera cet automne. La plantation extérieure qui va commencer cet automne. Du coup, ce qui veut dire que la cour intérieure, vous la ferez en 2023. En 2023, durant les vacances scolaires 2023. Absolument. D'accord. Et au niveau un peu des matériaux que vous avez prévus au niveau des sols, parce qu'il y a sur le plan, on voit qu'il y a une grande partie végétalisée. Mais quels ont été un peu les choix des grappes calcaires, des bétons désactivés, si vous avez une idée déjà un peu de... Alors, enroblé drainant, il va y avoir aussi du gravier, de la terre, des pavés enrobés qui sont à l'entrée. On a prévu aussi pas mal comment ça s'appelle, vous savez, alors, attendez, je regarde sur le plan, les pergolas végétalisés.
Il y aura du munch aussi. Il y a une partie, je ne sais pas si vous voyez sur la gauche, en bas à gauche, il y a une partie, il y a comme un jardin qui était complètement clos, qu'on va réouvrir sur la cour par le biais du préau qui est couvert et qui sert de stade de foot, qui va permettre une connexion sur la cour et qui va agrandir encore l'espace. Et c'est un jardin que vous ouvrirez en dehors des horaires d'ouverture de l'école? Non, non, il sera ouvert tout le temps. Il y aura un accès direct par la cour de l'école, avec des tables de pique-nique, sûrement, enfin, peut-être si le corps enseignant est d'accord, un jardin partagé. Enfin, voilà. Alors, à préciser, tous nos arbres, parce qu'on a quelques arbres quand même, mais c'est vrai que les enfants se régalent de gratter autour du tronc. Donc, on espère que là, avec un gros travail pédagogique que l'on a vu déjà avec le corps enseignant, pour faire participer au plus possible le corps enseignant, les enfants, les parents, pour l'installation et pour bien prendre conscience que ce projet est vraiment très, très utile pour tous. Cette cour d'école sera aussi utilisée pour les personnes âgées, le tout public. Enfin, les personnes âgées ne sont pas très, très loin de l'école, donc elles pourront également en profiter lors des vacances scolaires. Et cette cour d'école pourra aussi servir quasiment de jardin public, si on peut dire, pour les habitants de la commune. Merci beaucoup de cette présentation. En fait, voilà, ça fait partie des projets qui donnent envie de les voir une fois qu'ils auront été réalisés, peut-être d'aller les visiter. Ça fait des pistes en fin de compte pour notamment les programmes de formation que propose l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, de ficher un retour d'expérience aussi, voilà, pour continuer finalement à capitaliser à la fois sur les matériaux que vous avez utilisés, sur les modes de gestion, d'ouverture. Et du coup, je propose à Perrine Prigent de présenter aussi le travail qui a été fait. Alors, il y avait quelques questions, du coup, est-ce qu'on les pose maintenant ou ensuite? Peut-être on pourrait faire un pack complet à la fin. Parce que là, c'était sur le projet, c'était vraiment sur le projet en tant que tel, donc peut-être que c'est mieux maintenant qu'on a le plan sous les yeux. Oui, bah vas-y. Ouais. Là, la question, du coup, c'était par rapport à l'aménagement, du coup, Madame Metzger, voilà, est-ce qu'il y a encore la place pour les jeux de ballon? Est-ce qu'il y a encore un terrain de sport, effectivement, qu'on ne visualise pas sur le projet? Vous voyez le toboggan? Si vous voyez le toboggan, qui est tout en bas, tout en bas, oui. Voilà. Vous avez un grand rectangle, ça c'est le préau couvert. Voilà, tout à fait. Donc là, dessous, c'est le terrain de foot actuel des garçons. D'accord. Donc ça reste. Ça reste. Donc comme ça va rééquilibrer un petit peu les espaces. Ça va différencier les lieux et les espaces qui seront à portée des élèves. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a le foot, c'est aussi pour les filles, mais enfin, je n'ai pas beaucoup vu de filles jouer sous le préau, je vous avoue. Et du coup, c'est utilisé aussi par les enseignants comme terrain de sport pédagogique, on va dire, c'est ça? On a un autre terrain de sport, on a un stade qui est tout attenant à l'école. D'accord, ok. Voilà. Sinon, il y avait des questions effectivement un peu plus techniques sur les coûts d'entretien des enrobés drainants, mais ça, on en parlera également le 7 juillet puisqu'on est sur les matériaux. Et ensuite, il y avait peut-être une question aussi qui ne nécessite pas le plan, voilà, sur les accès, justement les accès à l'école et l'ouverture aux riverains hors période scolaire. Est-ce qu'il y a eu un peu une gestion en termes de sécurité ou des craintes en termes de sécurité aussi? Non. D'accord. Non, pas trop. Pas trop. Non. Non. Il n'y a pas eu beaucoup de points qui ont retardé, qui ont donné lieu à de grosses discussions.
pas trop. La salissure des enfants, tout ça, non, pas trop. Vraiment, non, vraiment le corps enseignant, la commune, on est vraiment très ouvert et on a vraiment envie que ça se fasse. On a très hâte que ce soit fait, mais on n'a pas eu beaucoup de freins. Enfin, en tout cas, les freins qui ont été émis ont été vite balayés. D'accord. Mais écoutez, on sera très intéressé par le retour d'expérience une fois qu'elle sera effectivement réalisée, cette cour d'école, et de voir voilà, comment ça vit et quels sont les bénéfices constatés aussi. Voilà. Donc, merci pour ce retour d'expérience. Du coup, Marie-Caroline, je te laisse reprendre la main. Oui, on va céder la parole à Perrine Préjean pour la dernière présentation de ce webinaire-là. Voilà, le retour d'expérience de la ville de Marseille. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Oui, très bien. Alors, je corrige juste la coquille sur mon nom, c'est P-R-I-G-E-N-T, mais c'est pas très grave. Moi, je suis conseillère municipale à Marseille et je m'occupe des questions de valorisation de patrimoine, d'amélioration des espaces publics et de la place de l'eau dans la ville. Et la question de la désimperméabilisation des cours d'école, c'est un projet que je porte en binôme avec Pierre-Marie Ganozzi, qui est adjoint au maire en charge du plan école. Donc, un travail dans lequel on s'est investi à deux avec l'aide des services municipaux qui ont été très enjoués à l'idée de travailler sur ces questions-là, puisque, vous l'avez dit à plusieurs reprises, en fait, c'est une nécessité de travailler sur les cours d'école à différents titres. Au titre du climat, c'est une impérieuse nécessité, mais également sur les questions de fonctionnement interne des cours d'école, de positionnement des différents élèves, mais pas que. Il y a également les questions de la place des enseignants et des ATSEM dans tout ça. Et donc, retravailler tout ça en créant du lien social et un meilleur cadre de vie. Pour nous, c'était aussi l'occasion de redorer l'image de l'école publique, puisqu'on voit que à Marseille, en tout cas, il y a eu une fuite de certains établissements vers les établissements privés. Alors, sans inverser le phénomène, il est quand même nécessaire de retravailler sur les écoles publiques, et on le voit, ça fait partie de nos priorités de mandat. Sur la ville, on a 472 écoles maternelles et élémentaires. Et en 2021, à l'été 2021, on a pu désimperméabiliser 2 écoles, donc 3 cours d'école en réalité, une cour d'école maternelle et 2 cours d'école élémentaire. Alors, vous avez posé la question tout à l'heure, du coup, je suis allée chercher pour ne pas être sèche. Les 2 écoles, donc c'est l'école élémentaire Révolution Jet d'eau, dans laquelle il y a 260 élèves. Et l'autre école, qui est l'école Sainte-Sophie, il y a 150 élèves en école élémentaire et 136 dans l'école maternelle. Nous avons fait le choix de ces 2 écoles pour plusieurs raisons. La première a lieu à leur positionnement en fait, dans le tissu urbain. On est dans le centre de Marseille, pas dans l'hypercentre, mais dans le centre, avec un tissu urbain assez dense. Et donc, l'objectif pour nous, en retravaillant sur ces sols-là, c'est de faire des îlots de fraîcheur. Et donc, plus on va travailler dans l'urbanité dense, plus l'effet va être important en termes d'îlots de fraîcheur. Et ensuite, on les a sélectionnés dans des quartiers qui sont, on va dire, populaires, pour pouvoir toucher tous les publics, et surtout les publics qui étaient un petit peu oubliés précédemment. Alors, là, vous avez le plan des 2 écoles, donc Sainte-Sophie. Je vais vous donner encore des chiffres pour que vous puissiez situer les cours des 2 écoles. Donc, ça fait une surface de 2750 mètres carrés. Il y avait à peu près 500 mètres carrés qui étaient déjà perméables, mais les travaux qu'on a réalisés donc, à l'été 2021 ont permis d'ajouter 751 mètres carrés de projets désimperméabilisés. Donc, on arrive à plus de la moitié de la cour qui est imperméable, alors
qui est perméable, excusez-moi, alors que précédemment, il n'y avait donc que 500 mètres carrés sur les 2700 qui étaient avec du sol traversant, on va dire. Pour vous donner des éléments de calendrier qui s'appliquent aux différentes cours, on a été dans quelque chose d'assez contraint en termes de temps, puisque nous avons souhaité pouvoir bénéficier des aides sans plafond au mètre carré de l'agence de l'eau, et donc contraint par le timing de la fin de l'appel à projet rebond de l'agence. Et donc, on a fait les études et les travaux entre février 2021 et août 2021. Donc, février à juin pour la partie études et concertation, et juillet-août pour la partie travaux. Donc, 2 mois, c'est quelque chose qui s'impose à quasiment toutes les écoles, en fait. Ça va être le moment de vide de l'école, dans lequel il va falloir mener l'intégralité des travaux, et c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte et à anticiper pour ces phases chantier. Je tiens à préciser que pour la partie concertation, la ville de Marseille a pu également bénéficier de l'appui de la région au travers de son Life Nature en Ville, Nature for City Life, et de l'apport du bureau d'études, donc CNC, qui intervient pour le compte de la région dans le cadre de son live, et qui a pu nous aider sur la partie concertation, puisqu'elle a entièrement été réalisée par Patricia André, donc encore une fois un timing un peu contraint, mais encore plus avec les visites sanitaires qui nous a imposé des jauges très restreintes et parfois des décalages dans le temps, parce qu'on a subi aussi les refermetures d'écoles à un moment donné. Donc, je vais peut-être un petit peu m'arrêter sur la partie concertation, puisque c'était un élément important et qui nous tenait aussi beaucoup à cœur. On avait des idées, évidemment, d'intervention sur ces cours, mais en réalité, avec l'usage, le vécu et la formalisation des besoins par les enseignants, mais pas que par les enseignants, également par les ATSEM, également par les élèves et surtout, j'allais dire, par les élèves. On a vu le projet beaucoup évoluer, et notamment la question d'amener l'école dehors a vu le jour par le biais de cette concertation. Certains coins, notamment le coin calme, a émergé dans le cadre de cette concertation, de cette mobilisation, et ont pu venir enrichir le projet. Je vous ferai après un retour de la phase usage sur laquelle on reviendra, mais je pense que c'est aussi assez intéressant. Donc là, vous avez le plan des parties réalisées. Donc ces travaux ont eu lieu, je vous l'ai dit, l'été dernier, avec en gros une intervention qui s'est centrée qui a été la plus large possible. On a essayé de ne pas y aller avec le plat à la cuillère et de faire un projet test, j'allais dire presque jusqu'au boutiste, en testant des usages assez nombreux et des intentions de projet un peu touffues. Et donc, les parties imperméables, qui sont restées imperméables, en réalité, sont le tour des éléments bâtis. L'idée était de garder une bande de 2 mètres à peu près à l'entrée des bâtiments, pour plusieurs choses. Il y a des questions de stabilité des immeubles, qui est une réalité, et il y a également une réponse à des inquiétudes qui ont été émises par les ATSEM et les enseignants, qui étaient de dire « Ah, mais quand les enfants vont rentrer, alors que la cour, il y a des copeaux de bois, est-ce qu'il y aura de la terre dedans? Ils vont salir les classes, comment on va gérer ça ?» Et donc, avoir cette bande de 2 mètres, donc effectivement, ça sert pour la stabilité, mais ça sert aussi à se taper les pieds, à nettoyer les chaussures s'il y a besoin, et à pouvoir faire un espèce de sas avant de rentrer dans le bâtiment d'école. Donc à droite, vous avez des photos de la cour telle qu'elle a été traitée. Donc ça, c'est l'école élémentaire. La photo en haut à droite, vous voyez sur le coin une petite table, et donc c'est la partie où on a possibilité de faire école dehors. On a également planté pas mal d'espèces, et donc réalisé des parties plantées avec des copeaux de bois
par terre parce que on met pas d'herbe, hein, ça nécessiterait beaucoup d'arrosage. Mais dans les plantations, il y a aussi la formalisation future de cabanes qui vont s'étoffer au fur et à mesure, puisque ce sont des cabanes vivantes qu'on voit dans la photo du bas. Alors, on peut peut-être changer de slide. Donc là, vous avez des photos encore à Sainte-Sophie, à la fois de l'école maternelle en haut et de l'école élémentaire plutôt en bas. Donc l'école maternelle avec, là on a fait plein de choses. On a fait une partie qui est restée en béton, alors pour le coup béton drainant, pour pouvoir laisser passer l'eau. Une partie où il y a des pavés enherbés, parce qu'on voyait qu'il y avait des nécessités de circuler de manière un peu plus intense qu'ailleurs, mais avec une volonté de marquer le pas par rapport au reste de la cour. Un banc central entre les deux arbres qui reste et qui va être planté avec des plantes aromatiques. Et un espace, une calade qui traverse une partie de la cour, qui pose question aujourd'hui en phase d'usage, mais qui était au moment des réflexions demandée par les équipes. Si on revient aux photos d'en bas, donc sur l'école maternelle, donc la fameuse table qui est très sollicitée par les enfants, on nous en demande une de plus même. Donc c'est un grand succès. Des espaces plantés encore une fois, et on vient réintroduire les petits plots là, qui sont à la photo, pas tout à fait à droite, mais juste à côté. Donc on réintroduit des jeux dans l'école élémentaire qu'il n'y avait plus depuis de nombreuses années. La photo en bas à droite est un jardin pédagogique qui est commun aux deux écoles, donc maternelle et élémentaire. Et donc l'idée, c'est de venir travailler sur les usages maintenant. La dernière partie de la concertation a d'ailleurs été dédiée à ça. C'était qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans cette cour et comment on s'en sert les uns et les autres et comment les interactions vont pouvoir se créer et ne pas se perturber. C'est quelque chose qui est extrêmement important hein, pour le bon fonctionnement parce que en réalité, quand on vient désimperméabiliser une cour d'école, on ne fait pas qu'un traitement technique, on vient modifier le vivre ensemble. Et on vient modifier toutes les pratiques. On vient modifier les pratiques en mettant, comme ça a été dit auparavant, le foot un petit peu de côté, puisqu'on n'est plus sur un grand espace libre. On vient faire de la place à un peu tout le monde, aux garçons qui n'aiment pas le foot, aux filles qui n'aiment pas forcément le foot, à d'autres jeux que le foot. Il peut y avoir du basket, il peut y avoir du cache-cache, et c'est aussi à ça que ça sert les cabanes. On vient réintroduire de l'équilibre et donc de la motricité autrement et une autre manière donc de pratiquer l'école. C'est quelque chose qui s'anticipe pour les enfants, c'est quelque chose qui doit s'anticiper également pour les personnels de l'école, équipe enseignante comme ATSEM. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées à la rentrée, notamment parce qu'on a livré les deux écoles sans avoir planté pendant l'été. Évidemment, ce n'est pas recommandé hein, pour les végétaux. Et donc, il y avait ces nouvelles cours et pas de plantation. Donc, ça faisait un peu bizarre. Mais donc, c'est un peu la conduite du changement qui doit être menée et donc beaucoup de liens et de pédagogie qui doivent être faits. On a eu des questions du type mais avec les copeaux de bois, il va y en avoir partout. Comment on fait pour les ramasser? Et qu'est-ce qu'on fait avec les feuilles des arbres qui tombent? Et la réponse, parfois toute bête, et que vous voyez à l'écran en haut à gauche, c'était de pouvoir fournir des petits balais aux enfants, de les mettre en responsabilité pour qu'ils puissent nettoyer eux-mêmes la cour et faire un petit peu le ménage. Pas que le ménage, faire des tas de bois, jouer avec les éléments qu'on leur met à la disposition. Et c'est aussi ça, retravailler sur les cours d'école. Tout à l'heure, vous aviez demandé, on peut passer à la slide suivante, comme ça vous montrera l'autre cours d'école. Je vous donne juste la liste des matériaux qu'on a utilisés. Donc, on a pu avoir un travail sur la pleine terre, on a eu du sol amortissant avec des copeaux, on a mis en place également du stabilisé, on a des pavés perméables enherbés, des haies végétales sur clôture existante, en particulier sur l'école de Révolution Jet d'eau, et du béton drainant, alors hydromédia clair, apparemment c'est un béton drainant assez spécifique, donc je dois le préciser.
Sur l'école Révolution Jet d'eau, là, en termes de surface, c'était quelque chose de très rude au départ. Il y a 1500 mètres carrés au total de cours. Il n'y avait que 195 mètres carrés qui étaient perméables. Pardon, pas 1500 mètres carrés. 2800 mètres carrés de cours et uniquement 195 mètres carrés perméables. Donc, on a rajouté plus 1300 mètres carrés de sol perméable. Dans les choses que je peux vous partager, y compris dans les retours d'expérience qui sont intéressants à avoir, il faut anticiper la question de la nature des sols. À Marseille, on a de l'argile, donc on a dû adapter les couches drainantes, creuser un peu plus profond. Donc il y a eu des surcoûts, notamment dans les travaux, et des surcoûts financiers et aussi un petit peu de perte de temps. Il y a la question des conditions d'accès au chantier. Typiquement sur cette rue-là, on avait une rue assez étroite et encombrée avec beaucoup de stationnements un peu anarchiques. Donc on a dû adapter la taille des véhicules de chantier. Dans l'autre école, on avait un espace de travail assez contraint, donc là aussi on a dû adapter les véhicules de chantier. Pour votre information, les coûts totaux études et travaux sont proches de 600 000 € sur ces 2 cours. Et on a bénéficié de subventions de l'Agence de l'eau, donc via l'appel à projet Rebond. On avait fait une demande de un petit peu moins de 230 000 € et on a complété avec du FRAT de la région à hauteur de 200 000 €. Les mobiliers qui ont été posés pour les jeux et pour les tables, etc., sont des mobiliers qui ont été réalisés en régie par la ville. Et les jeux d'enfants, ce n'est pas réalisé par la ville. Mais les mobiliers, oui. Et les jeux d'enfants sont également en bois et répondent à toutes les normes de sécurité. On peut peut-être avancer sur les photos, voilà, les photos de ce que ça donne à l'école Révolution Jet d'eau. Donc là encore, les tables et les questions d'école dehors qui sont assez importantes. Il faut qu'on profite du climat méditerranéen qui nous ouvre les portes assez tôt dans l'année. En termes d'information et de pédagogie, donc je vous ai parlé de toute la partie processus de concertation. Comme on était contraint en termes de nombre de personnes participants, on a fait des affichages à l'entrée des écoles. On en parlait au moment des conseils d'école et les équipes enseignantes ont fait travailler leurs enfants pour travailler sur des dessins, l'école rêvée, etc. Donc ça, c'était plutôt intéressant. La rentrée, donc c'était peut-être un peu rude sans la végétation, mais néanmoins, les changements ont été plus qu'appréciés. De nombreuses questions ont été posées, notamment les feuilles, je vous en ai parlé, les balayages des feuilles, les copeaux, sur lesquels on a dû faire des réglages, parce qu'au début, ils étaient un petit peu gros, donc il y avait des jeux d'enfants peut-être parfois un peu dangereux, donc il faut faire attention à ça aussi. Pour finir sur les retours qu'on a eus, on a des choses qui sont plus intéressantes au niveau des écoles élémentaires et un peu plus compliquées au niveau de l'école maternelle. Donc les désimperméabilisations, en tout cas de ce que nous, on vit là, on trouve que c'est peut-être plus adapté à l'école élémentaire qu'à l'école maternelle. En tout cas, il faut faire des choses beaucoup plus simples dans les écoles maternelles par rapport à ce qu'on a fait. Il y a la question de la conduite du changement et donc de la première année qui est assez cruciale, avec un suivi à faire de manière assez fin pour faire tous les petits réglages, typiquement les questions d'arrosage de la cour, de comment ça se passe, les balais pour les enfants, etc. Ça aussi, c'est évidemment à anticiper. Et tout ça pour vous dire que d'une part, en termes de fonctionnement, d'absorption de l'eau de pluie, ça a marché très très bien puisqu'on a eu des pluies très importantes le 4 octobre dernier et qu'il n'y a pas eu de débordement dans les cours, bien au contraire. Que les constats qui sont faits par les équipes enseignantes, alors qui nous remontent des choses qui fonctionnent et qui dysfonctionnent, mais néanmoins, dans tous les constats, la conclusion, c'est que les récréations se passent de manière beaucoup plus apaisée. Le niveau sonore a baissé et les enfants sont ravis de ce qui se passe. Ils peuvent encore faire sport dans la cour, mais
sur l'école Sainte-Sophie, où la cour est assez contrainte. Ils ont redécouvert l'équipement sportif qui était juste à côté et qu'ils n'utilisaient pas. Donc, ça nous permet aussi de mieux exploiter tous les équipements qu'on a. Je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon, je vais être très... Oui, là, on a un peu dépassé le temps. Et en fait, il y a quand même beaucoup de questions qui ont été générées par vos interventions. Et je vous propose qu'on y réponde. Et puis, voilà, d'ici 2-3 minutes, on passe à la conclusion pour garder notre public, qui est toujours aussi nombreux et pas trop dépassé. Il y a eu beaucoup de questions sur la partie sécurité. Voilà, savoir si les enfants tombaient sur les plombs en bois, est-ce qu'ils se coinçaient les doigts dans les fentes. Voilà. Alors, si je te laisse répondre, mais je peux compléter puisqu'on a quand même fait un atelier avec les enseignants de ces 2 cours d'école mardi. Et c'est vrai que c'est des sujets, c'est des retours d'expérience qu'on a eu là-dessus, donc sur la partie des usages. Mais vas-y, Perrine, si tu veux y aller. Tu as des nouvelles certainement plus fraîches que celles que j'ai. Alors, il y a eu quelques petits accidents, mais j'allais dire finalement, moi, au stade d'information que j'ai, c'est pas plus qu'auparavant. On avait mis des petites barrières assez basses, en fait, à 25 cm de hauteur pour empêcher les enfants de passer dans une partie qu'on a plantée. Et il y a eu quelques points de suture là-dessus sur une petite fille. Il y a eu un bras coincé dans un jeu, mais là, un bras coincé, pas cassé, hein, il s'est décoincé rapidement, mais l'enseignante avait tenu à nous faire remonter, sachant que, oui, de temps en temps, il y a des espaces entre les jeux, mais pas plus que dans les jeux en plastique. Donc là-dessus, il n'y avait pas de souci. Et qu'en réalité, dans les espaces de jeu, il y avait d'autres usages, y compris en lien avec les copeaux de bois qui étaient amassés sur certains jeux de bois. Et donc voilà, donc il y avait d'autres types d'usages, mais je ne sais pas s'il y a eu des accidents supplémentaires ou pas, mais pour moi, jusqu'à février-mars, il n'y avait pas eu plus d'accidentologie que dans d'autres cours. Il y avait la question des copeaux de bois qui ont servi d'arme un petit peu au début. Donc, on a réduit la taille des copeaux et après, pour moi, ça marchait bien. Voilà, sur la partie sécurité, en fait, notamment puisque le matériel a été fait par la régie municipale, en fin de compte, il y a le bureau de contrôle est passé à Révolution Jet d'eau, c'est le directeur qui nous en a parlé mardi, puisqu'on a fait un 3e atelier, je dirais, de réception des travaux 1 an après, de voir en fin de compte comment les usages fonctionnaient, notamment avec les enfants et les enseignants. Donc, il y avait les 3 écoles qui étaient présentes. Globalement, donc le mobilier, hors mobilier jeu, en fin de compte, ne pose pas de problème. C'est vrai que du coup, on est sur des grosses tables, des plots qui ne posent pas de soucis, ni coincement de doigts, ni d'enfants qui sont tombés, qui se sont cognés. Il y a eu quelques chutes qui avaient été constatées parce que les enfants avaient quand même réussi à trouver le seul endroit où, en fin de compte, il y avait une barrière qui n'avait pas été posée du bon côté, donc ils continuaient à grimper sur des bordures en béton existantes, donc certains étaient tombés. Voilà, il y avait eu quelques bobos à ce moment-là. Et c'est vrai qu'après, voilà, globalement, il y a plutôt sur la question des surfaces, la grappe calcaire, voilà, et ça soulève de la poussière. Les enfants glissent quand ils courent dessus, donc il faut trouver un revêtement qui est plus effectif, notamment voilà, pour une pratique un peu sportive de course. Mais voilà, il n'y a pas eu Et sur les copeaux, voilà, il n'y a pas d'usage. Les enfants, en tout cas en maternelle, il y a ils sont très contents parce que ça leur permet de faire des manipulations. Ils font des châteaux de copeaux, ils creusent des trous avec les copeaux, quoi, ils les utilisent comme outils. Et la maîtresse les a équipés de balais, donc ils nettoient, ils balayent en fait. Voilà, ça permet aussi de faire des apprentissages. Je remplis, je vide, je pousse. Et la cour a permis aussi d'être support d'activités pédagogiques.
Il y avait aussi une question sur la pelouse, Marie-Caroline et Perrine, parce qu'effectivement, là, sur les photos, on a une pelouse qui est quand même assez verte pour une pelouse dans notre région. Est-ce qu'elle est arrosée? Est-ce qu'il y a des problèmes de tassement, de piétinement? Voilà, comment ça se passe pour cette pelouse? La belle pelouse que l'on voit sur la photo, en fait, étant située dans un coin calme, qui est une zone qui n'est pas accessible au moment des récrés, mais qui est accessible au moment des cantines, puisque l'accès entrée et sortie cantine se fait de ce côté-là. Donc, du coup, les enfants sont plutôt dans une zone, je dirais, un peu d'espace tampon. Et il y a également une partie de jardin pédagogique qui a été installée avec des grands bacs. Et les enseignants, après, utilisent cette partie-là pour faire des activités classe à l'extérieur, parce qu'il y a des grands bancs en bois qui ont été faits. Donc, on n'est pas sur un piétinement en tant que tel. Il y a de l'arrosage automatique qui a été mis en place. Ouais. Alors, est-ce que il va fonctionner cet été? Je ne sais pas en fait qu'est-ce qu'il en sera. On est en alerte sécheresse, on n'a pas le droit d'arroser, mais en tout cas, mardi, c'était quand même bien vert parce que voilà, il y avait quand même du bon sol à proximité et du coup, pour le moment, ça allait. Et dans l'herbe plantée, alors je n'ai pas le nom de l'espèce, mais les services parcs et jardins ont choisi des espèces résistantes le plus possible au piétinement et qui ont besoin de pas trop d'eau. Voilà. Juste pour vous préciser d'autres espèces plantées, dans les arbres de haute tige, on a du micocoulier. Après, on va avoir dans la strate intermédiaire du prunier de Pisard, des pommiers, des poiriers. Pour les plantes plus basses, des plantes aromatiques, dont je n'ai pas le détail, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir travailler sur la pédagogie, y compris sur les espèces plantées. Oui, et dans la Révolution J2, il y a eu 2 fruitiers qui ont été plantés qui portent des pommes et des poires. Bon, pas suffisamment pour donner un fruit aux 280 enfants de l'école, mais en tout cas, voilà. Et c'est vrai que sur la partie de la photo du milieu, qui est donc plutôt un coin calme avec des cabanes qui n'ont pas toutes bien fonctionné parce que voilà, ils ont planté d'autres osiers que ceux qui ont été plantés à Sainte-Sophie. Bon, là, voilà, la pelouse, elle a été quand même fermée, je dirais, au printemps, le temps que la végétation s'installe. Donc, voilà, je pense que c'est des aménagements qu'il faudra suivre aussi dans le temps. Il y a une question aussi sur est-ce qu'il y a des récupérateurs d'eau de pluie pour permettre d'arroser les plantations? Non. Non, il n'y a pas de récupérateur d'eau de pluie. Ça avait été envisagé, mais voilà, il fallait... Ah si, à Sainte-Sophie, pardon. À Sainte-Sophie, ouais. Mais pas sur Révolution J2, ouais. Est-ce que je peux me permettre aussi une question, Marie-Caroline, ou est-ce qu'on n'a plus le temps? On a juste un peu explosé le temps, et puis... Alors sinon, ce sera posé une prochaine fois. C'était plus... Enfin, moi, allez, je la pose. C'était sur la question de, justement, les règles un petit peu dans la cour, puisqu'on voit qu'il y a des plots sur lesquels on peut grimper. Et ensuite, il y a des tables qui sont à peu près à la même hauteur que ces plots. Est-ce que les maîtresses jouent vraiment le jeu de laisser les enfants explorer, grimper, escalader? Comment ça se passe sur des règles peut-être qui sont différentes en fonction des espaces, sur ce qu'on peut escalader ou pas? Est-ce que tu as un retour là-dessus? Alors, il y a clairement, alors sur la table avec les sièges, là, on est vraiment dans un espace, je dirais, calme. Là, dire sur la photo avec les 3 poteaux Koh-Lanta, voilà, les enfants jouent très très bien à Koh-Lanta. Ils montent, ils grimpent, ils sautent. Comme ils sont dans un espace copeaux, ça fait partie des usages qui sont permis dans cette partie de cours. Il y a également, en fin de compte, à côté, une grande plateforme qui a été installée autour d'un arbre. Et donc, voilà, les enfants nous ont clairement montré ce qu'ils avaient le droit de faire, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Après, voilà, ça nécessite aussi, je dirais, une surveillance des cours d'école, de la cour au moment de la récré, où voilà, les enseignants, ils ont quand même redéfini les usages. Bon, a priori, ça fonctionne en l'état actuel. Bon, c'est vrai que le seul point noir était plutôt sur la question de la grappe calcaire là, qui était pas stabilisé, qui n'était pas adapté, qui s'envolait au vent et qui aurait nécessité un arrosage de la cour, mais bon voilà, ce qui est quand même assez incompatible avec le reste. Là, comme je vois que les gens s'en vont, on va peut-être faire le mot de conclusion. Et du coup, en tout cas, merci aux 2 élus d'avoir été présentes pour
voilà, nous montrer le projet en devenir sur Garès et les projets réalisés. Il y aura d'autres suites en fait sur Marseille. Et puis peut-être un mot de conclusion et puis de l'annonce des 3 prochaines dates. Oui, alors voilà, on avait juste mis un petit mot de conclusion, mais vous l'aurez en fait, la diapo d'avant, peut-être Agnès. Voilà, dire dans les choses qui sont importantes, hein, c'est que les cours d'école, elles ne doivent pas être aussi déconnectées de ce qui se passe dans le bâtiment. Et donc voilà, si le bâtiment c'est une passoire thermique équipée de climatiseurs ou dans lequel il fait 45 degrés en été, avoir des cours qui sont des îlots de fraîcheur, ça peut être aussi mal compris par les parents, les enseignants et les enfants. Et puis c'est aussi des lieux qui nous semblent être intéressants pour utiliser cette expérience pour déployer des solutions de désimperméabilisation, voilà, à l'échelle de la ville, quoi dire, on a utilisé le mot par capillarité. Il y avait un point, alors je ne sais pas si Élodie est toujours là. Si, Oui, voilà. je peux te le dire. Vas-y, Je peux le dire rapidement. Donc, l'objectif, c'est qu'on a lancé un marché qui va s'étaler sur environ 18 mois pour approfondir les travaux sur le rafraîchissement urbain. Donc là, il s'agit d'aller plus loin que d'inspirer un peu les collectivités, les acteurs de l'urbanisme. Il s'agit vraiment de donner des clés pour agir, à la fois sur la maîtrise d'œuvre, sur la maîtrise d'ouvrage, et également de proposer une ouverture méditerranéenne, sachant que le climat méditerranéen pourrait remplacer le climat océanique qui est majoritaire actuellement en France. Donc, sur cette étude, le groupement qui est titulaire du marché, c'est Actera, Ingérop et Franck Boutet Consultante, sachant qu'Actera est sur Marseille ainsi qu'Ingérop. Et au sein de l'étude approfondie, c'est-à-dire de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, on va développer 9 solutions qui vont être décortiquées pour vraiment dire combien ça coûte, dans quel type de climat on peut mettre ça, quels sont en gros les points remarquables pour mettre en place ces solutions, à la fois en termes de coûts, de financement, de type de climat, etc. Et dans ces 9 solutions, il y en a quelques-unes qui sont déjà prédéterminées, dont les cours d'école. Donc, la renaturation des imperméabilisations des cours d'école fait l'objet d'une des 9 solutions qui seront décortiquées dans ce travail. Et puis, voilà, pour illustrer le propos dire sur ces questions de cours d'école et comment finalement on tire en fin de compte voilà, de la cour d'école à la ville, mettre en avant un travail qui a été réalisé par la ville de Marseille hein, sur voilà, dire, cœur historique en transition, un centre-ville historique à l'horizon 2030. Et du coup, la ville a fait un travail d'identification, en fin de compte, de ce qu'on appelle des lieux de refuge, des îlots de fraîcheur pour mailler son centre-ville, qui ne sont pas obligatoirement des cours d'école, mais des cours d'école peuvent être aussi ce type de lieu. Comment, en fin de compte, en 2030, quand il fera 3, 4 ou 5 degrés de plus en été, on peut aussi se mettre au frais ailleurs que dans des centres commerciaux. Et donc voilà, un travail de maillage en fin de compte du centre-ville. Cette étude, elle est disponible sur le site de la ville de Marseille. Elle est très intéressante et je pense qu'elle peut intéresser aussi beaucoup de communes du territoire qui ont des centres anciens, historiques, qui se posent ces questions de voilà, comment on va gérer la question de la surchauffe urbaine, les enjeux des imperméabilisations, de gestion de l'eau. Voilà, c'était pour vous montrer que voilà, l'articulation entre les deux approches et les deux échelles. Et puis, les prochaines étapes, c'est voilà, jeudi prochain, notamment sur le volet accompagnement méthodologique, comment on mobilise la communauté pédagogique, enseignants, parents, assistantes maternelles, services de la ville, enfants. Quels sont les modes d'accompagnement. Puis après, on aura un temps plus technique sur la question de l'ingénierie de projet, calendrier, les études nécessaires, parce que c'est vrai que quand on parle de désimperméabilisation et renaturation des cours d'école, on a l'impression qu'avec un coup de pioche et en enlevant l'enrobé, le béton, tout de suite, le cycle de l'eau va se restaurer et la végétation va pousser. Ce n'est pas obligatoirement aussi évident que ça. Il y a quand même des prérequis. Et la dernière séance qu'on vous proposera le 7 juillet
sera sur la partie plutôt conception, voilà, quels matériaux choisir, quels végétaux, et notamment aussi les questions d'entretien dans le temps, avec aussi des éléments financiers sur comment on fait la cour d'école. Voilà, bah, écoutez, à jeudi prochain, 13 h, je dirais même lieu, même personne. On a fait des diapos aussi ressources pour chacun des webinaires que vous aurez, puisqu'on va vous transmettre les supports, ce qui vous permettra d'avoir en fait l'intégralité de ces ressources, qui ne sont pas exhaustifs, parce que je dirais tous les jours, il y a de nouveaux documents qui sortent sur ce sujet-là, sur les enjeux de la surchauffe urbaine, sur la question de la désimperméabilisation. Et oui, le webinaire a été filmé. Il sera disponible sur le site de l'Arbre, mais également sur le site du projet Nature for City Life, avec voilà, les supports. Merci beaucoup à vous. Pour les inscriptions, c'est toujours sur le site de la RBE également. Oui, voilà. Les inscriptions, c'est sur le site de la RBE. Il y a également, Agnès, des formations qui sont organisées voilà, sur le Biodiv Tour, plus globalement sur ces enjeux de nature en ville, Tout à voilà, fait. ouvert à l'ensemble des techniciens et des élus du territoire régional. Tout à fait. Là aussi, c'est sur notre site internet et on va visiter dans ce cadre-là des cours d'école désimperméabilisés. Donc, si vous voulez voir sur le terrain à quoi ça ressemble, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Et l'année prochaine, il y aura des visites organisées aussi des cours d'école de Marseille. Ça va être un cours de préparation. Écoutez, merci à tous. On a dépassé de 15 minutes, mais c'est ma faute, je suis excessivement bavarde. Voilà, et puis, bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis, bah, jeudi prochain. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci beaucoup.